Bon, ben, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Je vais vous expliquer maintenant la solution du travail 2. Euh, Allons-y. Donc, dans le travail 2, ce que je vous donnais, c'était une petite situation comme ça. Donc, je vous disais que c'était trois caisses de bois, là, donc trois blocs, le bloc A, le bloc B et le bloc C, qui sont placés comme ça, sont attachés ensemble là, par deux cordes de masse négligeable, une première corde entre le bloc A et le bloc B, et une deuxième corde là, entre le bloc B et le bloc C. On vous dit que le bloc B est posé sur une espèce de plan incliné, là, qui est incliné à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, c'est la première information qu'on vous donne. On vous dit aussi les positions de frottement statique et cinétique qui existent là, entre le bloc B et le plan incliné. Donc c'est ici là, qu'il va y avoir du frottement là, à l'interface ici là, entre les deux surfaces qui est le bloc B et le plan incliné. Il n'y aura pas de frottement entre le bloc, il n'y aura pas de frottement qui va s'appliquer sur le bloc A ni sur le bloc C parce que le bloc A et le bloc C sont juste suspendus comme ça dans les airs. Ils ne touchent à aucune surface, à aucun plancher, à aucun mur, à aucun plan incliné. Donc c'est vraiment juste entre le plan incliné et le bloc B qui va avoir du frottement. Le frottement, il ne peut pas être les deux en même temps. Là. Dans certains cas, il va être statique, dans certains cas, il va être cinétique. Ça dépend de la situation qu'on va regarder. Ça dépend de la question qu'on va traiter. Pour les masses des blocs, on vous donne que la masse du bloc A, c'est 7 kg. La masse du bloc B, ça va être 10 kg. Le bloc A et le bloc B, ça va toujours être les mêmes. Ils ne vont pas changer de masse en cours de route. Par contre, le bloc C, lui, sa masse, ce sera pas tout le temps la même. Ça va dépendre des questions. Donc, dans certaines situations, dans certaines questions, on va vous donner la masse du bloc C. Dans d'autres situations, on va vous demander de calculer la masse du bloc C. Fait que ça va changer. Là. Mais la masse du bloc A et du bloc B, ça ne changera pas. Si on regarde la question 1, donc c'est pour juste bien débuter le problème, c'est qu'on vous demande de tracer les axes, de tracer le système d'axes XY qu'on a besoin pour résoudre ce problème-là. On vous expliquait là, dans la section 2.6 un petit rappel là, que vos axes doivent être cohérents. Donc, comment on fait pour avoir un système d'axes cohérent? Il faut tout simplement s'arranger pour que nos trois blocs se déplacent en même temps dans le sens positif de notre axe X. Par exemple, ici, ce qui va arriver dans les problèmes, là, vous allez voir, c'est que le bloc C va avoir une certaine masse, puis il va avoir tendance à descendre vers le bas. Donc, pour le bloc C, le plus simple, ce serait de mettre un axe X positif qui pointe vers le bas. Donc, si le bloc C se met à accélérer vers le bas, ça veut donc dire qu'il va y avoir une accélération positive là, qui est dirigée dans le même sens que le sens positif de notre axe X. Pour être cohérent, c'est que si on dit que le bloc C, il y a un axe X positif qui pointe vers le bas, on est obligé de mettre en même temps un axe positif qui pointe vers le haut du plan incliné pour le bloc B et en même temps de mettre un axe X positif qui pointe vers le haut pour le bloc A. Donc de cette manière-là, tout est correct parce que les trois blocs là, pourraient se diriger en même temps dans le sens positif de l'axe X. Okay. Ça, c'est une des solutions qui était possible pour la question 1. Il y aurait évidemment la solution où tout est inversé. Si on faisait pointer l'axe ici vers le bas, l'axe ici vers le bas du plan et l'axe ici vers le haut, ça fonctionnerait aussi, ce serait cohérent ensemble parce que les trois blocs pourraient pourraient se déplacer en même temps dans le sens positif de l'axe X. Okay. Mais, vous allez voir, là, comme que dans ce problème-ci, c'est le bloc C qui va avoir tendance à descendre vers le bas, ce serait plus logique de placer les axes comme ceci. Voilà. À la question 2, on vous dit, lorsque le bloc C a une masse de 16 kg, on constate que notre système de 3 blocs demeure immobile. Donc, quand on accroche un bloc C qui a une masse de 16 kg, le système ne bouge pas, les blocs ne se mettent pas en mouvement, ils ne se mettent pas à monter ni à descendre, et ils restent immobiles. On veut faire deux choses. Calculer premièrement, ça va être quoi la force de frottement qu'il va avoir dans cette situation-là, là, où la masse du bloc, c'est ça, puis que les blocs sont immobiles. Et on veut juste définir un petit peu le frottement. Premièrement, ça va être du frottement cinétique ou du frottement statique, puis dans quel sens il va pointer. Ben, juste en lisant la question, si on nous dit que les blocs demeurent immobiles, on nous donne un peu la réponse. C'est que si les blocs demeurent immobiles, ça veut dire que notre système ne bougera pas. Et quand le système ne bouge pas, ça veut dire qu'il n'y a pas du frottement cinétique. Hein. Du frottement cinétique, c'est quand vous avez des surfaces qui frottent ensemble. Donc, si on vous dit que ça reste immobile, c'est sûr que c'est pas du frottement cinétique. Fait que ça peut pas être A, ça peut pas être B. C'est sûr que ça va être du frottement statique qui va avoir entre le bloc B et le sol. Maintenant, est-ce que ce frottement statique-là va pointer vers le bas ou vers le haut?
Ouais, c'est pas nécessairement évident à deviner, là, mais je vais vous dire tout de suite la bonne réponse, c'est le numéro C. Ok, donc, il va y avoir du frottement statique entre le bloc B et le sol, et ce frottement statique-là va pointer vers le bas. Ok. Euh, on peut pratiquement le deviner là, que ça va être ça si on regarde la masse des différents blocs. Fait que le bloc A, il y a une masse de 7 kg, le bloc B, il y a une masse de 10 kg, et le bloc C, il y a une masse de 16 kg. Fait que vous voyez qu'à lui seul, le bloc C, il y a pratiquement la même masse là, que le bloc A et le bloc B additionnés ensemble. Par contre, le bloc B, on voit qu'il n'est pas vraiment suspendu dans les airs comme le bloc A, il est déposé sur un plan. Fait que c'est pas toute la masse du bloc B là, qui va comme contribuer à l'attirer vers le bas, c'est juste une certaine partie, une certaine composante de sa masse. Fait en tout cas, si vous avez une bonne intuition, là, juste avec les chiffres, vous le voyez que, en gros, ce qui va arriver, c'est que c'est le bloc C qui va avoir tendance à attirer ça plus vers le bas. Et si on vous dit que ça reste immobile, c'est que il y a un frottement statique qui va forcer ici vers le bas pour justement empêcher le bloc B de se mettre à remonter le plan incliné. Si vous n'avez pas l'intuition comme ça pour le deviner tout de suite qu'il pointe vers le bas, le frottement, c'est pas grave. Quand on va faire les calculs, vous allez voir, ça va juste confirmer ce qu'on vient de dire. Okay. Voilà. Okay. Fait que, comment on peut faire pour résoudre le problème? On peut d'abord commencer par identifier les différentes forces. Okay? On va commencer par le bloc A, parce que c'est le bloc A et le bloc C, c'est facile. C'est le bloc B, en fait, qui est un petit peu plus compliqué. Fait que c'est quoi les différentes forces qu'on a sur notre bloc A? C'est sûr qu'on a la force de gravité, MAG, qui va pointer vers le bas. Et le bloc A ressent aussi une force de tension. Il est accroché par une corde, donc il ressent une force de tension vers le haut, que je vais appeler T1, là, plus que je vais appeler ça la corde 1. Fait que je vais appeler ça la tension numéro 1. On sait qu'une corde de masse négligeable, ça exerce toujours la même tension à ses deux extrémités. Fait que si on a une force T1 qui pointe vers le haut ici, on a aussi la même force T1 qui va tirer le bloc B vers le bas du plan incliné. Allons-y avec le bloc C, parce qu'il est facile lui aussi. Le bloc C, il y a une force de gravité qui pointe vers le bas, qu'on pourrait appeler MCG. Et il y aura une force de tension que je vais appeler la tension T2, parce que c'est une deuxième corde. Fait que T1 puis T2, c'est deux tensions différentes. Mais bon, ici on a une tension T2 qui pointe vers le haut, et on a la même tension T2 qui va tirer notre bloc B vers le haut du plan incliné. Maintenant pour le bloc B, okay, on sait que bon, il y a deux forces. La tension 1 qui le tire vers le bas, la tension 2 qui le tire vers le haut. Le bloc B, c'est sûr qu'il y a une certaine masse, là, MB, donc il y aurait une force de gravité qui pointe vers le bas. Je ne vais pas vraiment la dessiner vers le bas, sa force, je vais tout de suite la décomposer en composantes selon l'axe X et selon l'axe Y. Fait que on va tout dessiner des composantes. Là. Fait qu'il y aura une composante selon l'axe Y, là, une composante qui va avoir tendance à faire rentrer le bloc B dans le plan incliné. Et il y aura une composante qui va avoir tendance à tirer le bloc B vers le bas du plan incliné. Si on l'écrit là en algèbre, là, donc la composante ici qui est selon l'axe Y, là, ce serait MB fois G fois le cosinus de notre angle θ, donc cosinus de 30 degrés, et la composante ici qui tend à amener le bloc B vers le bas du plan incliné, ça va être MB fois G fois le sinus de notre angle θ. Je vais les écrire tout de suite comme ça en composantes, ça va être plus facile là, pour écrire nos équations. Et finalement, il va y avoir le frottement. Okay? Avant le frottement, parlons de la normale. Donc la normale va pointer, elle, selon l'axe Y. Okay? Elle va donc repousser le bloc B pour empêcher qu'il rentre dans le plan incliné. Et là, finalement, on va avoir un certain frottement que je vais dessiner tout de suite vers le bas. Je vous donne toute la bonne réponse qu'on va confirmer. Fait que ce frottement-là va être du frottement statique, puisque dans cette situation-là, on comprend que ça ne bougera pas. C'est ce qu'on nous disait dans la question. Fait qu'on va avoir un frottement statique ici, qui va pointer vers le bas du plan incliné. Donc ça fait plusieurs choses, donc plusieurs forces ici là, sur notre schéma. Et maintenant qu'on a pris la peine de faire tout ça, puis de dessiner toutes nos forces, vous allez voir que pour écrire les équations, ça va être relativement simple. Okay. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, on pourrait d'abord écrire la somme des forces égale à MA sur chacun des blocs. Quand on va avoir trois équations à écrire, une pour le bloc A, une pour le bloc B, une pour le bloc C, je vais commencer par écrire celle pour le bloc A et pour le bloc C. Ce sont les plus faciles, on va garder la plus difficile pour la fin. Donc si on écrit l'équation pour le bloc A, donc la somme des forces en X égale la masse du bloc A fois l'accélération en X, ça va être égal à 0 parce que le bloc A il est immobile. En fait, tout le système est immobile, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui accélère, donc toutes les accélérations sont égales à 0. Fait que si on écrit notre équation ici, ça s'écrirait T1 moins MAG égale à 0.
La tension, elle est positive, elle pointe dans le même sens que notre axe X positif, puis notre gravité, là, le terme MAG, lui, est négatif parce qu'il pointe dans le sens contraire de l'axe X. Donc T1 moins MAG égale à 0, parce que l'accélération ici est égale à 0. Ça nous permet de dire que notre tension T1 est égale à MAG. C'est assez logique. Là, si on regarde notre schéma, on voit que le bloc A, il bouge pas. Il y a juste deux forces qui agissent sur lui. Fait que s'il bouge pas, ça veut dire que les deux forces, la somme des deux forces doit être égale. Donc, c'est sûr que les deux forces vont être égales, mais de direction opposée. Donc, le module de la tension égale la masse du bloc A fois G. Pour le bloc C, c'est exactement la même chose. La somme des forces en X égale MC fois X égale à 0, parce que l'accélération est nulle. Quand on écrit l'équation, il y a juste une légère différence, c'est que comme ici l'axe X positif pour le bloc C pointe vers le bas, c'est le terme de la gravité qui va être positif. Donc MCG va être positif et le terme T2 va être négatif. Okay? C'est ce qui nous permet d'écrire que T2 est égal à MCG. Pour l'instant, ça ne change pas grand-chose, okay? Lequel des deux termes est positif ou négatif, parce que l'accélération est égale à 0. Quand on arrivera un peu plus tard dans une autre question, là, ça va être important de mettre les bons signes quand l'accélération ne sera pas 0. Mais je vais de se pratiquer puis de le faire correctement tout de suite. Donc ça, c'est les deux équations faciles. La troisième équation, c'est somme des forces égale à MA pour le bloc B. Donc la somme des forces selon l'axe X égale la masse du bloc B fois l'accélération. On nous dit que le bloc B est immobile, donc son accélération est égale à 0. Okay. On voit sur notre schéma qu'on a 4 forces sur le bloc B selon l'axe X. On en a une qui est positive, qui est la tension T2, et on a 3 composantes négatives de force en X. On a la tension T1 qui va être négative, on a la composante du poids qui est MBG fois le sin de notre angle qui est négatif, et on a notre force de frottement statique qui pointe vers le bas du plan, donc dans le sens contraire de l'axe X, ça va être négative, elle aussi. Okay. Donc on a cette équation-là. Nous, on veut trouver la force de frottement. C'est ça la question. C'est quoi le module de la force de frottement? Fait qu'on isole le frottement dans cette équation-là. Donc, le frottement est juste égal à T2 moins T1 moins MBG sin de θ. Et rendu là, bon, on a juste à calculer. Parce que T2, on sait que c'est égal à MCG, qu'on va remplacer ici. T1, c'est MAG, on va le remplacer là. Et MBG, sin de θ. C'est tous des chiffres qu'on connaît. Okay. On connaît nos 3 masses de blocs. G, c'est 9.8. L'angle, c'est 30 degrés. Donc, on a simplement à calculer ça. Et ça nous donne une force de frottement de 39.2 Newton, un frottement statique. C'est ça la réponse à notre question. Okay. Quand j'ai posé mon équation ici, vous avez vu, j'ai déjà mis mon frottement négatif parce que j'avais juste déduit là, par intuition que ça allait être négatif. Même si on ne le savait pas, mettons quelqu'un qui aurait peut-être pensé que le frottement aurait pu être positif, il aurait mis un plus ici dans son équation. Et ce que ça leur aurait donné, c'est qu'en isolant, il aurait trouvé un frottement statique de moins 39.2. Fait que ça nous aurait indiqué que finalement, le frottement, il n'allait pas dans le sens positif de l'axe X, il allait dans le sens négatif. Fait que peu importe comment vous y prenez, là, vous allez trouver que le frottement statique, il vaut 39.2 Newton et il pointe vers le bas de notre plan incliné. La question 3. On vous dit, évidemment, plus on accroche un bloc C qui a une masse importante, plus que le système des 3 blocs va risquer de glisser et de se mettre en mouvement, d'avoir une accélération. Là, ce qu'on veut faire, la question 3, c'est de calculer c'est quoi la masse maximale qu'on peut, c'est quoi la plus grosse masse possible que le bloc C peut avoir, mais que le système demeure malgré tout immobile. Okay. Je vous donne un indice, là, vous devriez trouver une masse maximale là, que j'appelle MC max, située quelque part entre 16 kg et 20 kg. C'est sûr qu'on va trouver une masse qui est quelque part là, à l'intérieur de cette fourchette-là. On reprend notre schéma ici. Donc là, ce qui arrive, c'est que on cherche c'est quoi la masse maximale que le bloc C peut avoir, qui va faire en sorte que notre système ne va pas glisser, là, ça ne va pas se mettre à bouger, ça va rester immobile, mais vraiment de justesse. Okay. Les équations vont se ressembler beaucoup. Donc on pourra encore écrire là, la somme des forces égale à MA pour chacun de nos 3 blocs. La première équation va être exactement la même que tout à l'heure. On va juste conclure que T1 est égal à MAG. La deuxième équation, ça va ressembler beaucoup, sauf que là, j'ai fait la petite subtilité d'écrire le MC maximal. Fait que ça, c'est vraiment la masse, la valeur maximale que le bloc C va avoir, là, sa masse maximale. Mais sinon, si on isole, ça donne la même chose que tantôt, on va juste conclure que la tension T2 va être égale à la masse maximale que le bloc C peut prendre fois la gravité. Okay. Quand on va écrire l'équation selon le bloc B, c'est vrai que ça va se complexifier un petit peu. Fait que la somme des forces en X égale la masse du bloc B fois l'accélération. On cherche la situation où c'est encore immobile, donc l'accélération va être égale à 0.
Okay. La différence, c'est que quand on va écrire notre équation, c'est presque pareil comme ce qu'on a écrit tout à l'heure. C'est juste que tout à l'heure, on n'était pas dans la situation critique, la situation limite où le système était immobile, mais juste sur le point de glisser. C'est juste une situation quelconque, là, quand notre bloc C avait une masse de 16 kg. Sauf que là, on cherche c'est quoi la valeur maximale que la valeur limite, la valeur critique là, que la masse du bloc C peut avoir quand le bloc C va avoir cette masse maximale-là. Ça veut dire que les blocs vont pas bouger, mais ils vont être juste sur le bord de bouger, ils vont être juste sur le bord de, comme de déraper, là, puis de se mettre en mouvement. Ça veut dire que le frottement statique ici qu'il va y avoir entre le plancher puis le bloc B, ce sera pas n'importe quelle valeur comme ça du frottement statique, ça va être vraiment être la valeur du frottement statique maximal. Donc la plus grande valeur possible que le frottement statique peut prendre. Okay. C'est ça que c'est quand la masse du bloc C est maximale que le frottement statique va être maximal. Okay. Et on sait que la force de frottement statique maximale, c'est égal au coefficient de frottement statique multiplié par la normale. Okay. La normale, qui est la flèche grise ici sur mon schéma, on voit que comme il y a juste deux forces en Y, là, il y a la normale puis la composante en Y du poids du bloc B, ben, la normale directement elle va être égale à cette composante-là qui est MB fois G fois le cosinus de l'angle. Okay. Fait que ça nous donne ça comme équation. Et dans cette équation-là, on connaît tout. On connaît les coefficients, on connaît la masse, on connaît G, on connaît l'angle, on connaît tout sauf le MC maximal. Et on a juste à l'isoler, tout simplement. Fait que si on isole MC max dans cette équation-là, ben ça nous donne ça ici, qu'on a juste à calculer. C'est tous des chiffres qu'on connaît. Ça a l'air d'être une grosse équation, mais c'est tous des chiffres qu'on connaît. Et si on le calcule, on va trouver une masse maximale de 18,5 kg. C'est ça la réponse là, à la question qu'on se posait. Donc tout à l'heure, là, je rappelle, on avait une masse, quand le bloc C avait une masse de 16 kg, on avait une certaine force de frottement ici, qui n'était pas la force de frottement statique maximale, qui était juste une force de frottement quelconque, une force de frottement intermédiaire. Mais là, ce qu'on cherchait ici, c'est quoi la plus grande masse possible que le bloc C peut avoir sans que ça glisse, c'est 18,5 kg. Quand le bloc C a une masse de 18,5 kg, ça bouge pas. Les blocs bougent pas, sauf que le frottement qu'on a ici, c'est vraiment la valeur du frottement statique maximal. Ça peut pas être plus grand que ça. Fait que si on met une masse de 18,6 kg, ben là, le système va se mettre à glisser. Okay. D'ailleurs, c'est un peu ça l'idée de la question 4, c'est qu'on vous demande si on accrochait maintenant une masse de 25 kg. Donc, un bloc qui a une masse supérieure à la valeur maximale qu'on vient de trouver, là, qui est de 18,5 kg. Fait que si on accroche une masse de 25 kg, là, c'est sûr et certain que le système va se mettre en mouvement. Les blocs vont pas rester immobiles, les blocs vont se mettre à bouger. Et dans cette situation-là, l'accélération ne sera pas égale à 0. Il va y avoir une certaine valeur d'accélération. Donc, on veut calculer d'abord, ça va être quoi cette valeur d'accélération-là? Et également, ça va être quoi les valeurs des deux tensions dans nos cordes. Donc, la tension dans la corde 1, la tension dans la corde 2. Donc la différence ici, c'est que si le bloc C a une masse de 25 kg, donc là c'est sûr et certain que ça bouge. Fait que le bloc C va descendre, le bloc B va remonter le plan incliné, le bloc A lui va remonter vers le haut. Et là, si le bloc B se met à monter le plan incliné, le frottement qu'il va avoir ici, la flèche rouge, là, ça ne sera plus du frottement statique, ça va être du frottement cinétique. Parce que quand on a deux surfaces qui frottent ensemble, là, qui glissent l'une sur l'autre, ça fait du frottement cinétique. Okay. Ce qui rend les choses un petit peu plus compliquées, rendu à cette question-là, c'est que comme ça va bouger, là, il va y avoir une certaine valeur d'accélération. L'accélération, elle ne sera pas égale à 0, comme c'était le cas dans les premières questions, parce que dans les premières questions, on disait que ça ne bougeait pas. Fait que là, c'est vrai que l'accélération est égale à 0, mais là, on nous dit que ça va bouger. L'accélération n'est donc pas égale à 0. Fait que si l'accélération n'est pas égale à 0, on ne peut pas faire comme tout à l'heure, puis dire que T1 moins MAG égale à 0, puis dire que T1 est égal à MAG. Là, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a une accélération ici qu'on ne connaît pas. On ne sait pas encore c'est quoi l'accélération, fait qu'on peut pas la calculer tout de suite. Okay? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on laisse cette équation-là comme ça. On va écrire une deuxième équation, somme des forces en x égale à masse fois l'accélération en x. On va écrire l'équation pour le bloc C. Fait pour le bloc C, si on regarde notre schéma, on va voir là, que mcg moins t2 égale la masse du bloc C fois l'accélération. L'accélération, on sait pas c'est quoi, mais c'est pas 0. Fait qu'on peut pas dire là, que t2 égale à mcg. T2 va être égal à quelque chose de différent, parce que l'accélération n'est pas égale à 0. Et maintenant, on écrit somme des forces en x égale à la masse du bloc B fois l'accélération. Fait qu'on écrit l'équation
poussième de Newton pour le bloc B. Encore une fois, si on regarde selon l'axe X, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on a 4 composantes de force, une positive et 3 composantes négatives. La composante positive, c'est T2. Les composantes négatives, on a T1. On a la composante en X là, du poids, donc MB fois G fois le signe de l'angle. Et on va avoir le frottement, qui va être du frottement cinétique. Hein. Vous voyez, j'écris FC. Et la somme de toutes ces forces-là va être égale à la masse du bloc B fois l'accélération. Rendu ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on a écrit 3 équations. Donc, on a un système de 3 équations et on a 3 inconnus. Il y a T1 qu'on ne connaît pas, il y a T2 qu'on ne connaît pas, puis il y a l'accélération qu'on ne connaît pas. Fait que si on a 3 équations et 3 inconnus, ça peut se résoudre. Okay? Sauf qu'il y a un truc qui est quand même assez simple, assez facile qu'on peut faire, c'est que si on regarde nos équations ici, là, on voit que le terme T1 il est ici positif et il est ici négatif. Puis le terme T2 ici est positif, ici est négatif. Donc si on additionne ensemble ces 3 équations-là, qui est quelque chose qu'on a le droit de faire là, mathématiquement, si vous avez un système d'équations, vous avez le droit de juste additionner vos équations ensemble pour obtenir une nouvelle équation. Et ce qui est intéressant, c'est que si on additionne nos 3 équations, ben, le terme T1 et moins T1, ça va s'annuler. Le terme T2 et moins T2, ça va s'annuler. Donc, il va juste nous rester 4 termes non nuls. Donc, je les ai écrits comme ça. Donc, MCG moins MAG moins MBG sin θ moins FC. Okay, ça, c'est la somme de tous les termes qu'on avait à gauche de nos signes d'égalité. Ça va être égal à la somme des 3 termes qu'on avait à droite de notre signe d'égalité. Donc, MA fois AX plus MC fois AX plus MB fois AX. J'ai mis AX en évidence. Donc, c'est juste la somme des 3 masses fois l'accélération. Fait que ça qui est intéressant, c'est qu'en additionnant ensemble ces 3 équations-là, les termes de tension ont complètement disparu. Ça nous donne donc une équation dans laquelle il est possible d'isoler facilement l'accélération AX. Encore une fois, ça a l'air gros, mais c'est juste des chiffres qui sont faciles à calculer. C'est toutes des choses qu'on connaît. Fait qu'on peut calculer directement notre valeur d'accélération en remplaçant les valeurs numériques là-dedans. Donc une accélération de 2,53 mètres par seconde carré. Ça veut dire que le bloc C va accélérer vers le bas à 2,53 mètres par seconde carré, le bloc B va remonter le plan incliné à 2,53 mètres par seconde carré, puis le bloc A, lui, va monter vers le haut à 2,53 mètres par seconde carré. Donc, c'est la réponse de la tension, pas de la tension, mais de l'accélération qu'on cherchait. On demandait aussi la valeur de la tension dans la corde, dans la corde 1 et dans la corde 2. Maintenant qu'on a fait ça, et qu'on connaît la valeur de l'accélération, ben là c'est très simple, parce que si on vient dans cette équation-là, regardez là ce qu'on avait. Tout à l'heure, on ne pouvait pas vraiment trouver T1 parce qu'on ne connaissait pas la valeur de AX. Là, on vient de la calculer. Fait qu'on a juste à isoler T1 là-dedans. C'est facile, c'est des termes qu'on connaît. Fait qu'on calcule que T1 vaut 86,3 newtons. Et même affaire pour T2, on prend cette équation-là, on isole T2 là-dedans. Ça se calcule facilement. C'est 182 newtons et c'est sur ça les réponses qu'on cherchait. On demandait l'accélération, la tension dans la corde T1, la tension dans la corde T2. Puis remarquez justement que T1 puis T2, là, c'est pas juste égal aux masses, là. Il y a des gens qui vont dire, ah oui, T1 c'est égal à MAG, puis T2 c'est égal à MCG. C'est vrai quand il n'y a pas d'accélération, mais quand il y a une accélération qui n'est pas égale à 0, qu'on voit ici l'accélération n'est pas égale à 0, est égale à un certain chiffre, ben ça va modifier la valeur de la tension 1 et de la tension 2. Il faut faire attention à ça. Et finalement, dernière question, la question 5. Je me demande, si on accrochait un bloc B excessivement massif, là, un bloc B qui aurait une masse, disons, de plusieurs millions de kilogrammes, là, le système des 3 blocs pourrait-il, oui ou non, éventuellement atteindre une accélération excessivement grande, mettons de plusieurs millions de mètres par seconde carré? Pas que c'est une question piège, mais il faut juste réfléchir un petit peu. C'est que quand on lit la question, il y a des fois des personnes qui pensent que oui. Ils se disent, ah ben là, si on met un bloc qui a une très très grande masse, mais peut-être que l'accélération va devenir très 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 grande. Okay? Ça peut peut-être sembler logique à première vue. Mais la réponse c'est non. Okay? C'est que ça ne va pas atteindre une accélération qui est excessivement grande. L'accélération va être limitée à une certaine valeur limite. Puis cette valeur limite-là, je ne sais pas si vous le savez, c'est juste 9,8 mètres par seconde carré. Okay. Pourquoi? C'est que, bon, on avait déjà démontré en classe là, que si vous avez des objets qu'on laisse tomber comme ça en chute libre à la surface de la Terre, peu importe la masse des objets, ils vont toujours tomber avec une accélération de 9,8 mètres par seconde carré, une accélération qui est égale à G. Même si on a un objet qui est par exemple 100 fois plus massif que l'autre, oui, c'est vrai qu'il va ressentir une force de gravité qui est 100 fois plus grande, mais en même temps, son inertie
est également 100 fois plus grande, ce qui fait en sorte qu'en bout de ligne, là, les deux objets, si on les lâchait côte à côte en même temps, ils auraient exactement la même accélération. Fait que c'est un peu ça qui arrive, c'est que si on prend un bloc C, puis qu'on lui donne une masse très très grande de plusieurs millions de kilogrammes, ben, ce qui va arriver, c'est que la masse du bloc A et la masse du bloc B vont devenir complètement négligeables par rapport à la masse du bloc C. Ça revient essentiellement à juste prendre un bloc C tout seul puis le laisser tomber. Même si le bloc C a une masse de 1 million de kilogrammes, quand vous allez le laisser tomber, ben, il va tomber vers le bas, il va accélérer vers le bas avec une accélération de 9,8 mètres par seconde carré, il va être en chute libre. Okay? Pas parce qu'il est plus massif qu'il va se mettre à accélérer plus vite. Un objet qui est lâché puis qui tombe en chute libre à la surface de la planète Terre, il y a l'accélération de chute libre, c'est 9,8 mètres par seconde carré. C'est pas plus grand que ça. Okay. Fait qu'on peut le voir comme ça juste par intuition, que ça va être 9,8 mètres par seconde carré l'accélération. Mais si vous avez pas une super bonne intuition, si vous voulez le faire peut-être autrement, on peut le faire mathématiquement. C'est que si on regarde là, à la question 4, là, quand on a voulu trouver l'accélération de notre système, on avait ça comme équation. Okay? Si on fait juste copier-coller cette équation-là, puis qu'on repart de là comme point de départ, on peut dire que ça, c'est la valeur de l'accélération. C'est comme la solution là, algébrique de l'accélération de notre système. Pour n'importe quelle masse. Là. On pourrait changer la masse A, la masse B, la masse C, puis ça, on pourrait juste calculer ça, ça nous donnerait la bonne réponse. Fait en particulier, si on prend une masse C qui est très 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 grande, plus grande que la masse du bloc A puis que la masse du bloc C, que la masse du bloc B, ça revient à calculer une limite. Là, vous avez déjà vu ça en mathématiques, ce serait dans le fond là, la limite lorsque la masse du bloc C tend vers l'infini de cette équation-là ici. Si la masse du bloc B, si la masse du bloc C devient très grande par rapport à la masse du bloc A et par rapport à la masse du bloc B, qu'est-ce que ça va faire? C'est que tous les termes qui contiennent MA ou MB, ils vont juste être négligeables, ils vont être insignifiants comparativement aux termes qui vont contenir la masse C. Donc, au numérateur, là, ce terme-là, on oublie ça, ça, on oublie ça, ça, on oublie ça, il va juste rester MCG au numérateur, tout le reste va être complètement négligeable. Et au dénominateur, si on a MA plus MB plus MC, ben, si la masse A c'est 7 kg, la masse B c'est 10 kg, puis la masse C c'est 1 million de kilogrammes, ben 1 million plus 7 plus 10, on s'entend, ça donne quasiment juste 1 million, c'est presque la même affaire. Fait que la masse du bloc A et la masse du bloc B, c'est complètement négligeable par rapport à la masse du bloc C. On peut même les oublier. Fait que ça ici, là, ça se résume juste à MCG sur MC. C'est juste ce terme-là qui est demeuré, ce terme-là qui est demeuré. Toutes les autres, c'est tout négligeable. On peut juste les enlever. Fait qu'il reste juste MCG sur MC. Mais MCG sur MC, les MC s'annulent. Il reste juste donc G. Puis G, c'est 9,8 mètres par seconde carré. Donc, c'est une autre façon, un peu plus mathématique, de le trouver, qui vous dit que l'accélération, même si on met un bloc C d'une masse excessivement grande, l'accélération de notre système, les trois blocs vont se mettre à accélérer, mais à une accélération qui va tendre vers 9,8 mètres par seconde carré. L'accélération ne deviendra pas des millions de mètres par seconde carré, ça va plafonner, là, ça va arrêter à 9,8 mètres par seconde carré. Mais voilà, c'est ça la solution du travail 2. J'espère que ça vous a clarifié certaines choses et que ça a été utile pour vous. Donc, ben, voilà, à la prochaine. Au revoir.